Hello. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Gunilla, je suis une journaliste suédoise et j'ai été invitée à modérer la discussion que nous allons avoir maintenant. J'espère que vous avez aimé le film. J'ai pensé que c'était un film très fort, très puissant, et fascinant, intéressant. And now we're going to talk about the situation of human Parler de la situation des défenseurs des droits de l'homme. Tel qu'on l'a entendu tout à l'heure, plus de 300 défenseurs des droits de l'homme ont été tués l'an passé, ce qui est un chiffre énorme. Seulement dans 12% des cas, on a arrêté quelqu'un, donc l'impunité est énorme et le monde continue à avoir de plus en plus de défenseurs des droits de l'homme. Donc, il y a une conviction, le mouvement est mondial, mais l'impunité est encore beaucoup trop forte. J'aimerais vous présenter nos invités ce soir. Je vous prie de monter sur la scène et nous allons commencer notre débat. J'aimerais vous les présenter. Welcome. Bienvenue. So, we will have, nous allons avoir une discussion en anglais et en français. Et nous allons également ouvrir le débat au public et vous pourrez poser vos questions en français et en anglais. Tout d'abord, j'aimerais présenter Mariam Al-Khawaya, qui est une militante des droits humains du Bahreïn. Elle est conseillère et consultante pour beaucoup d'ONG. Elle vient d'une famille de défenseurs des droits humains. Ensuite, Michel Forst, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Aussi, vous avez été la cheville ouvrière de la création de cette déclaration des droits de l'homme, dont on fête les 20 ans. Ensuite, Gerald Starbuck, secrétaire général de l'OMCT. Vous avez dirigé l'un des programmes les plus importants de protection des défenseurs des droits de l'homme. C'est quelque chose qui, nous l'espérons, va améliorer la situation. Ensuite, Ana Maria Rodriguez Valencia, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Vous coordonnez les plaidoyers internationaux à la Commission des juristes colombiens. Donc, j'aimerais d'abord vous poser la question. Qu'avez-vous pensé de ce film? Quelles sont vos pensées? Quels sont vos sentiments? Gérald, voulez-vous commencer? Oui, je pense que c'est un film impressionnant, une personnalité impressionnante. Mais lorsque je pense ce que le film dit sur les défenseurs, la protection des défenseurs, et deux ou trois choses me viennent à l'esprit. D'abord, la croyance, la foi. Je trouve toujours que c'est fascinant de rencontrer des gens de pays très difficiles. Ils ont une foi énorme dans le fait qu'ils pourront changer quelque chose. De l'extérieur, on peut penser que c'est désespérant, que c'est sans espoir, mais ils essayent d'utiliser tous les outils à disposition pour faire bouger quelque chose. Et ils ont cette foi essentielle en le fait qu'ils vont pouvoir changer quelque chose. Ensuite, ce sont les acteurs du changement. Parfois, on a cette impression que les défenseurs des droits de l'homme sont un peu des perturbateurs parce qu'ils aimeraient changer les choses. Mais ce sont des gens qui veulent changer leur pays et le faire aller dans une direction différente. Et dans ce contexte du droit du terrain, on pense qu'ils sont opposés au développement. Mais je pense que cette personne, elle est plutôt en faveur d'un développement durable, d'un état de droit, d'un monde moins corrompu. Et il faut considérer les défenseurs des droits de l'homme comme des acteurs du changement. Et à la fin du film, quelqu'un dit « Grâce à vous, nous connaissons nos droits ». Et je pense que c'est ça l'essentiel de la mission des défenseurs des droits de l'homme. Et enfin, vous avez vu un contexte très difficile avec des violations des droits du territoire que l'on voit dans d'autres places. Vous avez vu peu de choses sur les menaces auxquelles ils sont confrontés. Vous avez vu un tout petit peu des ONG, mais
je pense que ça, ce sont vraiment les 4 éléments principaux qui me viennent à l'esprit lorsque j'ai vu le film. Oui, vous avez tout à fait raison. Maintenant, les gens ne connaissaient pas leurs droits. Et ce qu'on ne voyait pas vraiment, c'était les menaces et la peur et l'intimidation auxquelles ils sont confrontés. Qu'en pensez-vous, Mariam? Quelles sont vos réactions à cet égard? J'appuie ce que dit mon collègue. L'une des choses fondamentales dont on a besoin comme défenseur des droits de l'homme, c'est de cette foi dans le fait qu'on va pouvoir changer quelque chose. Si vous n'avez pas cet espoir que les choses vont changer, alors à ce moment-là, il est très difficile de continuer à travailler comme un défenseur des droits de l'homme. Je pense que ce qui m'a vraiment frappé dans ce film, c'est tout en faisant partie d'une communauté et de tendre la main à ces communautés, ça c'est quelque chose qui doit se faire tout le temps dans la communauté des défenseurs des droits de l'homme. Le fait de travailler pour les droits de l'homme et la défense des droits de l'homme est une approche du bas vers le haut. Il ne faut pas dire aux gens comment ils devraient faire, mais il faut travailler dans la communauté, avec la communauté, pour essayer d'améliorer les connaissances, d'arriver à améliorer les connaissances, pardon. Michel? Vous préférez parler en français peut-être? Votre réflexion après avoir vu les films? D'abord, je crois qu'il faut d'abord nier les qualités cinématographiques du film. Je trouve que c'est un grand film et je ne suis pas membre du jury, mais je veux dire que si j'étais membre du jury, je dirais voilà un bon film qui mériterait éventuellement d'entrer en compétition avec d'autres. Mais plus sérieusement, ce qui m'a frappé dans le film, c'est d'abord le reflet d'une réalité que je rencontre tous les jours quand je voyage dans les pays et que je rencontre les défenseurs, c'est que dans beaucoup de cas, on ne choisit pas de devenir un défenseur, en fait. Et c'est le cas de Silas, en fait. C'est bien souvent parce qu'on est soi-même menacé, attaqué dans sa vie familiale, dans ses proches, dans le travail qu'on fait, ou simplement dans la terre qu'on cultive, qu'on devient un défenseur parce qu'on essaie de défendre ce qui, en fait, constitue le cœur même de la vie. Et combien de femmes en Amérique latine, au Jammu, au Cachemire, sont devenues des défenseurs simplement pour avoir cherché à retrouver celles ou ceux qui avaient disparu, qui avaient été enlevés, torturés par les autorités. Et puis, comme le montre le film, et comme l'a rappelé Gérald, ceux qui sont à l'heure actuelle les plus menacés, ce sont les défenseurs du droit à l'environnement. Vous avez justement rappelé le nombre de meurtres, d'assassinats de défenseurs qu'on a noté depuis quelque temps, mais c'est vrai que ceux qui sont les plus menacés, les plus tués, les plus assassinés sont les défenseurs du droit à l'environnement. Et puis le deuxième élément que je voudrais signaler, qui va aussi peut-être guider une partie de la réflexion, c'est que c'est un film qui a un grand mérite, qui est de montrer un vrai portrait de défenseur, sans cacher les limites et les failles du personnage. Et je dois dire que c'est important pour moi, pour nous, parce qu'on mène une grande campagne pour le 20e anniversaire de la Déclaration sur les défenseurs, de changer l'image des défenseurs, de les montrer sous un angle positif, de montrer qu'ils ne sont pas des ennemis de l'État, ils ne sont pas des ennemis de l'environnement, ils ne sont pas des ennemis du progrès ou du développement, ils sont des femmes et des hommes qui essayent de rendre réels les droits et les libertés qu'on a proclamés voilà 70 ans. Et j'espère que les ambassades auront à cœur également de montrer dans les différents pays des portraits de défenseurs, pas toujours les défenseurs les plus connus, mais ces hommes et des femmes qui au quotidien, parfois dans des conditions difficiles, dans les lieux écartés, sont des défenseurs et ont besoin d'être protégés. Et donc, on a besoin de montrer leur histoire. Oui, intéressant. J'aimerais reprendre certains points que vous avez évoqués, mais j'aimerais d'abord vous poser la question. Quelles étaient vos pensées et vos impressions sur ce film? J'aimerais souligner 2 points. Le premier, je pensais à un moment donné, pendant le film, que les scènes que nous voyons, ce qui se passait dans les communautés, l'approche des entreprises, ça pouvait se produire partout en Colombie, au Pérou, au Honduras, et pas seulement au Libéria. Et la situation auquel sont confrontées les collectivités et ce que font les défenseurs, ce sont les mêmes choses. Il y a les chefs autochtones, il y a les afro-descendants, etc. Donc, chaque pays a ses particularités,
mais les problèmes sont semblables et le travail que nous devons faire en tant que défenseurs est semblable. Et d'autre part, c'était très beau de voir la vie quotidienne d'un défenseur, ce que les familles doivent supporter, ce que les amis pensent de vous, car en général, on pense, en tant que défenseur, vous ne pensez qu'à votre travail et votre engagement, et parfois vous oubliez les gens qui vous entourent. Et j'aime bien dans ce film que l'on puisse voir ce que la famille doit supporter lorsqu'on est un défenseur. Oui, je pense que ça, c'était une chose très intelligente à faire, de ne pas voir seulement le défenseur, mais aussi comment on le percevait dans son entourage. Ça fait 20 ans de cette déclaration. J'aimerais vous dire quelque chose. Bien sûr, c'était important, ça a été créé, il y a 20 ans se sont écoulés, mais qu'est-ce qui a vraiment été accompli? Et est-ce que la situation s'est améliorée en termes de droits de l'homme à travers le monde, vraiment? Qui souhaite commencer? Voilà, je ne vais pas répondre forcément directement à la question qui m'a été posée. C'est souvent ce que j'essaie de faire quand je suis embarrassé devant les questions qu'on me pose. Donc, mais j'ai envie de dire que si je me projette 30 ans en arrière, à l'époque où j'étais directeur d'Amnesty en France, et où nous recevions avec les autres membres d'Amnesty tellement de demandes en fait, de défenseurs qui en fait n'étaient pas nommés défenseurs à l'époque, mais étaient des militants d'ONG, des individus qui se battaient pour leurs droits. On se rend compte que depuis 20 ans, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de progrès ont été accomplis. Ne serait-ce qu'en matière de protection. J'espère qu'on aura le temps de parler un peu plus des progrès réalisés, mais aussi des échecs, de ce qui reste à faire devant nous. Mais la plus grande des victoires pour moi, c'est bien sûr cette déclaration qui nous donne de l'espoir et qui permet d'avoir une définition très large de ce que sont les défenseurs. Pas seulement des militants d'ONG, pas seulement personnes qui sont encartées dans un groupement, mais toute personne, tout individu, une femme, un homme, un enfant qui essaie de promouvoir les droits et les libertés est un défenseur, même s'il est parfois aussi un activiste politique. Et puis le deuxième élément, c'est que pour moi, c'est le grand succès, c'est la création de ces millions de groupes, d'organisations de femmes et d'hommes défenseurs, ces réseaux régionaux de plus en plus forts, de plus en plus renforcés, qui œuvrent chaque jour au péril de leur liberté, de leur vie, pour rendre réels ces droits et libertés. Et dans le même temps, ce qui est frappant, et c'est le pendant de votre question, c'est que plus les réseaux sont forts, plus les défenseurs sont forts, mieux ils sont organisés, plus la répression est féroce. Et la répression, à l'heure actuelle, est féroce de la part des États. Ça n'est pas une violence aveugle, c'est une violence ciblée qui cible les responsables. Et ça n'est pas pour rien qu'on a assassiné des personnes qui portent un prix comme le prix Goldman. On a vu l'assassinat de Berta Cáceres, de Isidro Baldenegro, et je crains aussi, peut-être pour la vie de Silas, qui est aussi un des lauréats de ces grands prix. Et les États deviennent de plus en plus féroces de la part des États, mais également, on le voit dans le film, de la part d'acteurs non étatiques que sont les entreprises. Et il faut donc maintenant continuer à développer des mécanismes qui permettent de s'affronter ou de confronter ces nouvelles menaces qui pèsent sur les défenseurs. Et il y a à l'heure actuelle des mécanismes qui ont été créés. On ne va pas en parler maintenant peut-être, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, ces mécanismes sont aussi efficaces pour protéger les défenseurs. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose, Gérald? Oui, dans la même ligne, nous célébrons les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme et seulement 20 ans pour l'autre. Mais on pourrait imaginer que les deux choses sont liées pour que les gens dans la paix et la sécurité puissent travailler à la réalisation de ces droits. Ça a mis du temps d'abord à ce qu'ils soient reconnus, ces droits. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et je suis d'accord avec Michel Forst. Nous n'avons jamais été aussi mondiaux. Lorsque j'étais étudiant ici à Genève, et lorsqu'on allait à des réunions, il n'y avait que des organisations occidentales qui participaient. Les gens maintenant viennent de partout. Ma propre organisation, l'OMCT, est un réseau. On a commencé avec 30 organisations en 2000, enfin il y a une trentaine d'années. Maintenant, nous sommes autour des 90. Et je pense que ça, c'est important, car quelquefois, on oublie les résultats, ce qu'on a réussi à faire. Et on est toujours du côté de la
protection, nous sommes toujours confrontés aux menaces. Mais il ne faut pas oublier non plus ce qu'on a réussi à réaliser. Il y a par exemple, il y a 20 ans, la lutte pour les LGBT ou pour les handicapés, ça c'était au début, c'était dans... Mais plus on se mondialise, plus nous sommes un vrai mouvement, évidemment, le vent contraire est nouveau et différent. Il y a beaucoup plus de lois, beaucoup plus d'assassinats, plus d'impunité. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais moi je travaille officiellement comme défenseur des droits de l'homme depuis 8-9 ans et je suis un peu plus pessimiste compte tenu du fait que si on regarde la situation aujourd'hui et le climat politique dans le monde, je dirais que nous sommes en régression pour ce qui est des droits de l'homme. Même les pays qui, en général, étaient considérés comme des pionniers en la matière pour protéger les défenseurs et les droits de l'homme dans des pays comme la Scandinavie. Et maintenant, ils ont coupé les financements pour la protection des défenseurs de droits de l'homme. Et on voit que la situation empire. Et si on regarde les élections comme en Pologne ou en Hongrie ou Italie, et maintenant les États-Unis aussi qu'on a eu déjà, si on regarde cette situation, si on ne comprend pas l'importance de ces interfaces en termes de droits de l'homme et que nos luttes en tant que défenseurs des droits de l'homme, mais aussi en tant que population, tout est interconnecté et on est attachés les uns aux autres. Alors, on va aller dans une situation qui va être encore bien pire. Et je pense que la meilleure preuve de cela, après le Rwanda, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait toutes ces institutions qui sont quand même les produits de ces conflits. On s'est dit, plus jamais ça. On se disait toujours plus jamais ça. Et pourtant, ça continue à se produire partout, en Syrie, au Yémen, au Myanmar, en Irak. C'est une continuation de tout ce qui s'est produit. Et en dépit des progrès accomplis, avec des mécanismes spéciaux, comment faire pour traiter les mécanismes des défenseurs de droits de l'homme en interaction avec l'ONU? Mais les Nations unies, en tant qu'institution, est tellement politisée qu'il y a des gens au Bahreïn qui ont passé 7 ans en prison, comme mon père, et ce n'était pas c'était pas un protecteur des droits de l'homme. Il y a un certain nombre de gens qui sont soumis à des représailles. Ça a augmenté et non diminué. Donc, c'est facile de parler des défenseurs des droits de l'homme qui sont formidables, etc. On aime Gandhi, Martin Luther King, etc. Mais il y a des milliers de Gandhi et de Martin Luther King qui sont en prison actuellement. Et c'est eux qu'il faut accompagner. Et c'est avec eux qu'il faut manifester. D'un côté plus personnel, d'eux qui êtes vraiment des défenseurs des droits de l'homme sur le terrain, qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette voie? Voulez-vous commencer? Votre histoire personnelle. Oui, mon histoire n'est pas aussi intéressante que la vôtre. Non, donc je suis à l'université, j'étais à la faculté de droit et je me sentais pas très à l'aise dans les différents domaines du droit et je commençais à me poser des questions sur ce qui se passait dans mon pays. Et c'est vrai qu'il y a des décennies de conflits en Colombie, différentes formes de violence. Je voulais en apprendre de plus en plus et j'ai commencé à regarder de plus près ces différents sujets, ces différents problèmes. Et je voulais aussi aider et aussi apporter quelque chose par rapport à ce que je pouvais faire à l'époque. Et ça a démarré il y a 20 ans en arrière. Et Mariam, est-ce que c'est votre père qui a joué un rôle alors oui, c'est sûr, mon père, mais je pense que ma mère aussi a
m'a beaucoup influencée. C'est la femme la plus forte que j'ai eu à connaître. Nous avons grandi dans un foyer où on nous a parlé des droits humains et on nous a appris combien il était important justement de prendre position et de se battre pour la justice. Et tous les soirs, avant d'aller dormir, il fallait se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour améliorer la situation de quelqu'un autre que moi? Et si la réponse était rien, eh ben ça c'était une journée de gâchée. Et c'est là le genre de leçons que nous avons apprises jour après jour pendant notre enfance. Mais je pense qu'il m'a vraiment décidé d'assumer le rôle. Aujourd'hui, c'est la révolution. Et d'avoir été là sur le terrain, de voir les gens autour de moi être tués, emprisonnés, torturés. Et c'est la raison pour laquelle, alors là, bon, bien sûr, je peux parler du cas de mon père, parce que je le connais personnellement, il fait partie de ma famille. Mais mon père n'est pas l'exception, il est la règle. Nous avons des milliers de personnes qui sont en prison et des milliers de personnes qui payent le prix fort pour tout simplement le fait d'avoir demandé qu'on respecte la démocratie, les élections libres et les droits humains. Et pour moi, de voir comment des milliers de personnes sont descendues dans la rue, ont demandé la démocratie, ont demandé le respect des droits humains. Et la meilleure façon de décrire tout cela, c'est un petit peu comme si vous avez vécu sous l'eau une grande partie de votre vie et tout d'un coup, vous sortez la tête de l'eau et vous respirez pour la toute première fois. C'est ça que je ressentais à l'époque. C'est comme si la première fois, on savait le ressenti de respirer de l'oxygène. Et ça, vous ne pouvez pas donc remettre la tête de quelqu'un sous l'eau une fois qu'ils ont respiré l'oxygène et leur dire vous allez redescendre sous l'eau. Et c'est pour ça que la lutte continue. Qu'est-ce que c'est d'être une femme en tant que défenseresse des droits humains? Est-ce que il y a plus d'intimidation? Est-ce que vous êtes plus menacée? Est-ce que c'est plus dur pour vous? J'aimerais que vous m'en parliez toutes les deux et aussi vous qui êtes rapporteur. Alors. Et j'aurais tendance à dire que oui, nous sommes confrontés aux mêmes exactions, violences, enlèvements et bien sûr un petit peu ce que tout le monde craint. Mais nous, en plus de cela, nous souffrons de deux types d'agressions différentes. Et ça, c'est à voir avec notre rôle en tant que femme et en tant que mère ou membre d'un foyer. Et nous avons assisté à beaucoup de cas d'agressions sexuelles contre justement des femmes défenseresses, mais pas forcément contre les défenseresses, mais les personnes qui vivent autour d'elles, des proches de leur famille, les femmes, leurs filles, les femmes qui travaillent auprès d'elles, qui sont les cibles d'attaques ou les menaces qui sont proférées à l'encontre de leurs enfants, les enfants qui sont harcelés à proximité de l'école. Et d'un autre côté, il y a aussi les problèmes, les menaces beaucoup plus internes. Et ce dont je veux parler, ce sont les pratiques habituelles et le fait d'être une femme. Et vous êtes aussi les problèmes aussi au niveau des lois du travail, les relations qu'on a avec son employeur et le fait qu'on ne vous écoute pas. Et même si vous êtes en train de dire la même chose que votre voisin, mais il se trouve que lui est un homme, alors lui on l'écoute, alors que vous dites la même chose, mais on ne vous écoute pas. Et ce ne sont pas des défis qui sont particuliers pour une femme, mais c'est plus difficile si vous voulez éventuellement élever la voix et partager, faire passer un message et qu'on ne vous écoutera pas, tout simplement parce que vous êtes une femme. Intéressant. Mariam, est-ce que vous avez rencontré le même problème? Oui, tout à fait. Et la majorité de mon travail en ce moment, parce que j'ai été condamnée à 1 an de prison au Bahreïn, donc je ne peux pas y retourner. Donc je passe une grande partie de ma vie en Europe et aux États-Unis. Et il y a 2 niveaux. Ce problème, c'est une femme et une femme de couleur, parce que si vous êtes une femme de couleur, a un certain impact et on vous écoute encore moins. Et on me demande pourquoi je parle un si bon anglais et des questions de ce genre. Et j'ai beaucoup de ce genre d'expérience. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'ai autre chose que j'aimerais quand même ajouter, c'est le discours. Je pense que ce qui pose vraiment problème, c'est le discours en tant que soit. Quand on parle du rôle des femmes, on a tendance à toujours en parler comme si c'était quelque chose qui n'est pas naturel, qui vient en
plus. Et c'est vrai qu'on dit comment les femmes ont rejoint la révolution. On parle donc comme les défenseresses ont rejoint la communauté des défenseurs, comme si ce n'est pas quelque chose de naturel, organique. Mais regardez un petit peu ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Et c'est vrai que c'est son histoire à lui, mais il faut en savoir plus sur son histoire à elle, parce que c'est pas bien documenté. Mais prenez le Bahreïn, où, comme exemple, où on a donc un des plus anciens mouvements de droit civil, et où il y a une rébellion tous les 10 ans. Et les femmes étaient à l'avant-garde de tout cela. C'était des pionnières. Les femmes ont toujours mené le combat et donc ont été confrontées aux mêmes violations, aux mêmes crimes au gouvernement, parce qu'elles étaient justement dans l'avant-garde. Et une chose que nous devons faire, et nous, en tant que femmes, il faut changer notre propre discours en tant que femmes, il faut changer la façon dont nous parlons de telle ou telle chose. Et lorsque nous en parlons, il faut utiliser donc la bonne terminologie. Michel, et alors les femmes, est-ce que c'est plus difficile pour elles d'être une femme qui défend les droits humains? Ce mandat en 2014, j'ai rencontré des représentants de la coalition mondiale des femmes défenseurs qui m'ont dit, lors de tes prochains voyages, tu devrais essayer de rencontrer des femmes seules, demander aux hommes de quitter la pièce, et tu verras ce qui se passera. On t'en dit pas plus, tu verras. Et effectivement, je l'ai fait. Maintenant, je continue à le faire. Et chaque fois que je fais une visite officielle dans un pays, ou bien une visite non officielle, invitée par une université ou par un groupe, j'organise une rencontre avec uniquement les femmes défenseurs. Et chaque fois, c'est les mêmes récits, les mêmes témoignages qui viennent d'être en partie dits aujourd'hui sur le fait d'être d'abord un défenseur, subir des attaques en tant que défenseur, et en addition, être une femme, subir des agressions qui sont typiquement celles qu'on rencontre à l'encontre des femmes. Donc des menaces à caractère sexuel, des menaces sur la famille, des menaces sur les enfants, des menaces également sur les parents. Beaucoup de femmes nous racontent que, parce qu'elles sont dans beaucoup de pays en charge des grands-parents, des parents, en fait, on s'attaque également aussi à leurs parents. Et puis combien de femmes racontent également à quel point c'est difficile, lorsqu'on est vraiment menacé de mort, de quitter le lieu où on milite, de quitter sa famille, son endroit. C'est facile pour un homme de quitter... il est menacé, il y a des solutions. Maintenant, on a des techniques qui permettent de le mettre à l'abri à l'étranger. Mais pour les femmes, c'est toujours un combat parce qu'en fait, elles ne veulent pas quitter leur famille, bien sûr pas leurs enfants. Et on n'a pas de vraie solution pour mettre à l'abri les femmes défenseurs avec les enfants. Heureusement, il y a quelques initiatives dans le monde qui se mettent en place dans cette direction. Et puis le deuxième élément, c'est ce qu'a décrit notre témoin d'aujourd'hui, c'est le comportement dans les organisations non gouvernementales. C'est tout à fait frappant et même un peu hallucinant de voir ce que j'entends dans le comportement des organisations, des femmes qui racontent être reléguées dans des droits qui sont jugés comme étant des droits mineurs, comme le droit à l'éducation, le droit à la santé, alors que les droits durs, les droits civils et politiques sont plutôt réservés aux hommes. Et peut-être pour terminer, une anecdote qui illustre bien ce que j'essaie de raconter. J'ai voulu organiser des consultations spécifiques pour les femmes défenseurs dans le monde. Et je me souviens d'une fois où nous avons écrit une lettre en demandant à une femme défenseur de venir participer à une réunion qu'on organisait en Europe. Et en retour, on a reçu une lettre disant, eh bien, nous avons consulté, c'est le directeur de l'organisation qui viendra. Je dis non, je veux cette femme-là. Et en réponse, on m'a dit, écoutez, dans ce cas-là, il n'y aura pas de participation de notre organisation. C'est caricatural, mais c'est aussi un peu emblématique de ce qu'on peut rencontrer dans le combat des femmes dans leur propre organisation. May I add something? Of course. Ajouter quelque chose, bien sûr. Et alors, en écoutant Michel, je me suis rappelé de quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois de cela. Et certains de mes collègues participaient à une discussion avec une unité de protection nationale en Colombie qui met en place des mesures de protection pour les défenseurs. Alors, la discussion était assez étrange. C'était une femme qui a dû quitter sa ville et elle demandait l'inclusion dans les mesures de protection. Elle voulait qu'on y inclue la garantie de l'école pour ses enfants et elle voulait aussi qu'on puisse vacciner, qu'il y ait un programme mis en place pour la vaccination de ses enfants. Et elle demandait aussi certains médicaments, je me rappelle
rappelle plus exactement lesquels. Et il y a eu une discussion qui a duré des heures et des heures parce que les membres de l'unité de protection ne comprenaient pas pourquoi, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi l'école ou l'accès aux médicaments, ce genre de choses faisait partie des mesures de protection qui étaient requises par cette femme. Et pour eux, c'était la voiture, la maison, les vêtements, et un portable, mais pas l'éducation, pas l'école. Et elle était en train de dire, je ne peux pas partir seule, je dois emmener ma famille, mais je ne peux pas sortir mes enfants de l'école si je ne peux pas garantir qu'ils puissent aller à l'école ailleurs. Et ça, il y a eu des heures et des heures de discussion, et ça a été très difficile de trouver un accord. Et ils n'arrivaient pas à comprendre ce que voulait cette femme, et que ça faisait partie justement des mesures de protection pour elle. Et Gérald, je voulais vous demander, vous avez dit que c'était un mouvement international et qu'il existe de par le monde tout entier et qu'il existe à l'intérieur des différents pays. Mais est-ce que maintenant, les risques, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Je parle des risques physiques aussi bien que les risques juridiques. J'aurais tendance à être d'accord. Alors, de nouveau, ça ne se fait pas en isolation, le travail des défenseurs des droits humains. Il y a tout le contexte des droits humains. Et nous, ce que nous pensons, c'est que nous sommes... il y a un changement de climat dans le domaine des droits humains. De plus en plus de pays questionnent la validité des droits humains. Il y a des discours sur la sécurité nationale et on parle aussi de la migration. Et ça, c'est vrai, ça change la donne sur la façon de concevoir les droits humains. Et la menace que vivent les défenseurs des droits humains font partie de ces décisions. Il y a eu énormément de menaces à l'intégrité physique de ces défenseurs, hommes et femmes. Et il y a en Amérique du Sud, avec des démocraties qui ont le plus haut taux de meurtre de ces défenseurs. Il y a d'autres pays comme la Russie où vous avez une pléthore de lois qui essayent de suffoquer les défenseurs des droits humains. Et on voit aussi l'émergence de cet arsenal juridique. Et il y a une loi, les unes après les autres, qui rendent la vie très difficile, voire impossible à ces organismes qui défendent les droits humains, qui les empêchent justement d'obtenir des fonds. Et dans les temps anciens, vous étiez protégé si vous vous associez à une organisation locale qui avait un réseau international. Maintenant, ça peut être un facteur de risque si vous êtes un défenseur des droits en Égypte et si vous recevez des financements d'un pays étranger comme de l'aide au développement, ce qui semblerait tout à fait normal. Ça peut être la raison d'être menacé. Si vous envoyez un rapport aux Nations Unies, ça c'est aussi une raison pour être menacé. Alors les États voient l'impact des travaux des défenseurs et ils essayent de leur mettre les bâtons dans les roues. Et ça, on le voit de part et d'autre du monde et où je suis d'accord avec vous. Oui, il faut bien sûr célébrer ce que nous avons accompli au cours des dernières années. Pourquoi le mouvement est encore plus fort aujourd'hui, mais il y a un changement au niveau du climat. Et je me suis rendue à Bruxelles il y a quelques semaines de cela pour justement une audience parlementaire et ce qu'on parle, la transparence des ONG et leurs responsabilités. Vous avez vu dans ce film, donc un gouvernement totalement corrompu qui accuse la communauté des ONG de ne pas rendre compte et de ne pas être transparent. Le plus il y a corruption de la part du gouvernement, le plus ils vont tenir ce discours. Et c'est vrai que ce que veulent faire les gouvernements, c'est de totalement suffoquer les mouvements de protection des droits humains. Vous avez les déclarations pour défendre les défenseurs qui a 20 ans. C'est un mouvement global. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de menaces, d'obstacles d'ordre juridique. Mais il y a des situations aussi aujourd'hui comme l'Égypte, la Syrie, le Yémen, Bahreïn, le Myanmar. Mais alors, est-ce que la situation s'améliore dans un de ces pays pour les défenseurs des droits humains, ceux qui sont vraiment actifs? Alors le tableau que vous m'avez dépeint est assez pessimiste, mais que c'est de plus en plus difficile d'être un défenseur des droits humains. Est-ce que ce n'est pas le contraire dans au moins un pays? Et jusqu'à un certain point, le plus efficace vous êtes et le plus vous allez finalement porter atteinte à ceux qui sont au pouvoir, vous allez avoir un effet boomerang.
Et alors la Tunisie, qui est, si vous êtes en Tunisie, malgré toutes les difficultés, et il fait meilleur vivre en Tunisie que sous Ben Ali. Alors il n'y a pas qu'une solution qui va pour tous. Et bien sûr, les pays que vous avez mentionnés sont des pays où il y a des violations évidentes des droits humains. Mais ce que je trouve assez surprenant, c'est que vous avez des pays dont on ne parle pas. L'Inde, une démocratie et qui est fière avec l'état de droit, et une organisation après les autres perd le droit de recevoir des financements de l'étranger. Nous avons une organisation membre qui n'a plus le droit de recevoir des financements parce qu'ils ont travaillé avec le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits humains. Oui, on a tendance à parler du Yémen, la Syrie, le Myanmar, mais quand on parle des défenseurs des droits humains, vous pourriez citer tout un tas d'autres pays où il y a vraiment cet effet de retour. J'aimerais juste dire brièvement quelque chose. J'ai vu ce graffiti à Beyrouth qui m'a frappé. C'est dangereux d'avoir raison lorsque le gouvernement a tort. Je pense que ça explique très bien les choses. L'une des raisons qui fait que même si on fait des progrès, qu'il y a des résolutions, des déclarations et que le droit international de protection des droits de l'homme s'améliore, il y a des institutions qui ont été établies pour la protection des droits de l'homme, mais ne doivent pas rendre des comptes parce que par la façon dont elles sont structurées. Parce que le Conseil de sécurité a un vrai pouvoir, c'est pourquoi la Syrie est dans la situation dans laquelle elle est. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres pays. Le problème, c'est le fait de rendre des comptes. S'il y a une raison pour le gouvernement de ne pas faire ce qu'il doit faire, c'est parce qu'ils auront peur des sanctions. Mais s'ils sont dans l'impunité, alors à ce moment-là, et qu'il n'y a pas de culture, donc voilà, ils n'ont aucune incitation à arrêter les violences. Deux questions. Comment définiriez-vous un défenseur des droits de l'homme? Qu'est-ce que c'est? Comment le devient-on? Vous savez, on a la chance d'avoir une définition qui a été acceptée par consensus par tous les États, voilà 20 ans. C'est celle qui figure dans la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme, dont on célèbre le 20e anniversaire cette année, et qui, par chance, nous offre une définition très large. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas besoin d'être membre d'une ONG pour être un défenseur, pas besoin d'être enregistré, pas besoin de le faire à plein temps, pas besoin d'être payé ou d'être bénévole. Il suffit simplement d'agir pour les droits, de protéger, de promouvoir les droits, et ça fait de vous un défenseur. Alors on peut être plein de choses à la fois. On peut être comme au Bahreïn ou en Tunisie, comme on l'était sous Ben Ali, un activiste politique, un militant politique, et en même temps, parce que étant activiste politique, combattant pour la liberté, promouvant des élections libres et démocratiques, la liberté de se réunir, la liberté de pouvoir manifester dans les rues, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir tweeter, de pouvoir utiliser les réseaux sociaux, on est attaqué par toute forme d'attaque que Gilbert a rappelé. Et cette définition, il faut la protéger, il faut la garder précieusement parce qu'elle est pour nous une garante pour l'avenir. Et malheureusement, ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que les États dont on vient de parler lancent des attaques de plus en plus féroces contre cette définition. Ils le font de manière sophistiquée, en sous-main, mais aussi publiquement maintenant aux Nations Unies, lorsqu'on discute de résolutions dans lesquelles le mot défenseur des droits humains est utilisé. Certains États, dont la Russie, menés par la Russie, avec d'autres, refusent maintenant que l'on nomme on emploie le terme de défenseur des droits humains, disant que le terme n'est pas enregistré sur le plan légal, qu'il n'a pas d'existence. Or, il l'est, bien évidemment, dans plein de résolutions des Nations Unies. Et en menant ce combat, leur idée est de dire qu'il ne faut reconnaître comme défenseurs seules les personnes qui sont enregistrées dans des organisations reconnues par l'État. Et bien évidemment, c'est l'État qui va décider lui-même, seul, quelles sont les organisations qui peuvent être enregistrées, laissant de côté, hors de la protection des Nations Unies, tous les défenseurs qui ne seront pas dans ces organisations enregistrées. Oui, je dirais que le résultat, après ces 20 ans, c'est justement cela.
Il y a des gens qui se considèrent comme des défenseurs, alors qu'il y a 20 ans, ils ne l'auraient pas fait. Maintenant, on trouve des leaders autochtones, des personnes dans des régions reculées, des travailleurs du sexe, qui se reconnaissent comme des défenseurs et qui pensent qu'ils ont le droit de défendre ce qu'ils défendent et sont ainsi habilités à demander des autorités, à exiger des autorités que leurs droits soient respectés. Et ils sont confrontés à de nouveaux défis et chaque fois, on trouve de nouvelles façons de défendre des droits. Il y a de nouveaux auteurs et de nouvelles formes de violence. Donc, le groupe de gens qui croient que les droits doivent être défendus est en train de devenir de plus en plus grand et je pense que ça, c'est l'un des résultats majeurs. Peut-être pour revenir sur le même point, lorsque je grandissais, je pensais que les défenseurs des droits de l'homme étaient vraiment des dissidents politiques, des militants. Et maintenant, ce que l'on voit, n'importe qui, par exemple les droits du territoire, du terrain, la notion de ce qu'est un défenseur des droits de l'homme a changé dans nos consciences. Mais j'aimerais revenir sur ce que Michel vient de dire sur les organisations reconnues. Un exemple pratique, je voulais rendre visite à la section égyptienne de notre organisation, mais aucune organisation enregistrée n'est reconnue. Donc, on peut venir, on peut leur parler, mais à personne. J'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire, Mariam, sur l'impunité. 12% des personnes, dans 12% des cas, les gens sont arrêtés pour avoir tué des défenseurs des droits de l'homme. Comment est-ce qu'on va essayer de surmonter cela? Comment est-ce qu'on pourra augmenter ce chiffre de gens condamnés? Comme je l'ai dit, il faut avoir des mécanismes qui ont des mesures qui permettent de reddition des comptes. Si l'on parle des Nations unies, c'est que lorsqu'il y a une volonté politique et un soutien politique sur une situation ou sur une question particulière, là, on aura cette question de reddition des comptes, sinon il n'y a rien. Mais il faut aussi renforcer les mécanismes existants. Par exemple, il faut aussi peut-être réfléchir à créer de nouveaux mécanismes. On a par exemple le mécanisme de l'OCDE en matière de droits de l'homme où on peut s'attaquer à des entreprises, mais ils n'ont pas non plus de mesures de reddition des comptes. Donc, je pense que le chemin est long et en fait partie, c'est d'essayer de comprendre ces mouvements et les interconnecter. C'est ça qui va être important à l'avenir. Mais je pense que aussi, en fin de compte, il faut regarder ce que nous avons et regarder comment on peut le faire renforcer. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par exemple, elle parle de toutes les choses qui étaient pertinentes et qui le sont encore, mais l'une des choses qui n'est pas évoquée là-dedans, c'est les droits numériques. On ne pense pas à quel point notre présence numérique fait qu'on a un corps numérique qui existe en ligne. Et ce corps numérique devrait avoir des droits. Et beaucoup de nos gouvernements actuellement ciblent les défenseurs des droits de l'homme par leur corps virtuel, par l'informatique. Donc, les outils que l'on a, comme la déclaration et les mécanismes et tout ça, il faut s'assurer aussi que ces anciens outils traitent aussi des questions des nouvelles technologies et des outils que l'on utilise contre les défenseurs des droits de l'homme. Michel, vous aussi pensez que c'est important que nous devrions changer l'image des défenseurs de droits humains. Il ne faudrait pas les considérer comme des ennemis. Qu'est-ce que vous entendez par là et comment est-ce que cela devrait changer? Compléter le propos de Mariam qui me paraît important. Et votre question était également importante. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas qu'on y passe trop vite. La question de l'impunité. Je crois que d'abord, c'est important de rappeler que c'est d'abord aux États qu'appartient la responsabilité première de protéger les défenseurs. Et ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que les États ne le font pas. Et s'il y a effectivement une telle défaillance dans la lutte contre l'impunité, c'est parce qu'il n'y a pas de vraie capacité ou de volonté de l'État de le faire. Dans combien de pays j'ai voyagé et rencontré des systèmes judiciaires qui sont défaillants
pour de multiples raisons, pour avoir été corrompu. Et dans un grand nombre de pays, on voit l'appareil judiciaire infiltré par la corruption, par le crime organisé, rendant ineffectif toute tentative de vouloir lutter contre l'impunité et de mener à bien des enquêtes pour mettre la lumière, mettre à jour, donner les responsables, traduire les responsables de justice de ceux qui sont responsables d'atteintes aux droits humains. Donc c'est un véritable combat qui porte et qui passe d'abord par la restauration de l'état de droit, l'indépendance des pouvoirs, des trois pouvoirs dans les pays, mais aussi des mesures très concrètes que les États doivent prendre, peuvent prendre pour améliorer les capacités de fonctionnement du système judiciaire de leur propre pays. Je suis horrifié quand je voyage dans plusieurs pays qu'on me dit que le taux de succès des investigations est proche de 1%. Et on se félicite de ce 1%. Ça veut dire que 99% des cas restent sans solution, sans investigation. Et on me dit souvent que c'est parce que la police n'a pas les moyens, parce qu'elle a peur des représailles, parce que l'appareil judiciaire est corrompu, parce que les juges eux-mêmes sont menacés, ne peuvent pas mener à bien leur activité. Donc il y a un vrai combat contre l'impunité que plusieurs se sont attachés à mener à bien, et il y a des outils qui ont été développés qui permettent d'aider les États en la matière. Maintenant, pour répondre à votre question, ce qui est clair, c'est que c'est l'image de ces défenseurs qu'il faut changer. Il faut changer l'image négative qu'ils ont dans beaucoup de pays du monde. On les présente aujourd'hui dans ce film, on le présente, Silas et ses collègues et ses femmes défenseurs, sous une image positive, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer de contrer les attaques dont Gérald a parlé, des attaques de l'État qui les présentent comme ennemis de l'État, comme activistes politiques avec un agenda politique, promoteurs de valeurs occidentales lorsqu'ils essayent de parler de droits sexuels et reproductifs. Donc plein d'images très négatives portées par les États, relayées également par un discours politique des parlements. Je dois dire que certains pays de l'Union européenne, et tu as eu raison de le mentionner tout à l'heure, portent une responsabilité importante. C'est-à-dire que quand on entend certains pays traiter les défenseurs comme ils le font, ça laisse rêveur, alors que l'Union européenne avait la réputation et est toujours l'un des principaux acteurs dans la protection des droits humains et des défenseurs des droits humains. Donc ces attaques progressives à l'intérieur de l'Union européenne me font peur également, parce que j'y vois une menace flagrante, difficile sur les défenseurs des droits humains en Europe. Et pour terminer, je veux dire que, voyageant beaucoup, certains États me disent de manière cynique, écoutez, si la Hongrie le fait, si la Pologne va le faire, si en France également on condamne des défenseurs pour avoir porté aide aux migrants, alors écoutez, voilà, donc laissez-nous en paix. One concrete question. Voilà, j'aimerais poser une question sur la Colombie. Vous avez un accord de paix et on pense que les choses vont bien, s'améliorent en Colombie. Est-ce que vous continuez à avoir besoin de défenseurs des droits de l'homme? Est-ce que la situation, à cause de cet accord de paix, s'est beaucoup améliorée? Non? La situation reste difficile. On peut dire que les chiffres se sont améliorés en termes d'assassinats, de défenseurs des droits. Le nombre de kidnappings a diminué, mais la violence contre les défenseurs des droits de l'homme est en train d'augmenter et devient de pire en pire. Et nous avions 63 défenseurs tués en 2015. On en a plus de 100 l'an passé. Pourquoi en est-on arrivé là, puisqu'il y a un accord de paix comme évolution parallèle? Parce que nous pensons que l'accord de paix est très important. Et la mise en œuvre de cet accord essaye de produire des changements essentiels dans le pays, mais il y a toujours des problèmes structurels en matière de droits de l'homme qui n'ont pas été résolus. Et les gens luttent pour ces problèmes. Et si l'on parle des questions de terrain, de territoire, d'inclusion, si l'on parle de gens LGBT, si l'on parle de la torture, nous sommes toujours en train de parler des mêmes problèmes dont on parlait avant les accords de paix. Ça n'a pas changé depuis leur signature. La Colombie reste le troisième pays au monde en termes d'inégalité, le pays de notre continent, pardon, en termes d'inégalité, et cela rend les choses très difficiles pour les gens qui vivent dans les zones reculées où les FARC sont encore au pouvoir,
pour arriver à trouver des alternatives à leur vie s'il n'y a pas une inclusion de l'État qui s'en occupe aussi pour les réintégrer. Donc, certains défenseurs des droits de l'homme ont soulevé ces questions, par exemple aussi la défense des territoires autochtones, par rapport à des nouveaux investisseurs, par rapport à des projets tels que ceux qu'on a vus dans le film, l'huile de palme, la construction d'infrastructures, etc. Toutes sortes de choses. Et la riposte à cela, ce sont les mêmes groupes armés qui les attaquent, ou bien avec d'autres intérêts qui les manipulent. Et puis, pour revenir à cette question d'impunité, on a plus de 95% de cas d'impunité. Au cours des 5-6 dernières années, 1000 morts et nous avons une ou deux condamnations. Nous avons quelques-uns qui ont été convaincus pour des assassinats, mais ne sanctionnent que la personne qui a effectivement tué le défenseur, mais celui qui tirait les ficelles, on ne fait pas d'enquête sur cette personne et on ne regarde pas quels étaient les motifs à cet assassinat. Donc, il y a un manque de volonté politique. Nous avons beaucoup de lois, de décrets, toutes sortes de normes juridiques. Nous avons un système judiciaire énorme. On a tout ce qu'on peut penser si l'on voulait vraiment rendre justice, mais ça ne se produit pas. Mais alors, il y a quand même quelque chose de positif peut-être avant d'ouvrir le débat. Quelque chose qui me semble positif, c'est dans votre projet. Gérald, il y a quelque chose qui est porteur d'espoir dans votre projet. Mais est-ce que c'est porteur d'espoir? Oui. Je pense qu'il y a certains domaines où beaucoup de travail a été accompli au cours des années. À l'OMCT et dans d'autres organisations, on a fait beaucoup de travail de protection des défenseurs des droits de l'homme. Mais là où le progrès et où nous, en tant que communauté des ONG, avec l'État des États ou avec quelqu'un comme Michel Forst, comment est-ce qu'on arrive à faire ce travail de protection lorsqu'il y a une menace immédiate? Comment est-ce qu'on peut lancer l'alerte en lançant un appel au public, en mobilisant les médias avec Michel Forst? Parfois, ça peut sauver la vie. Ça peut faire la différence entre la torture ou non, entre la disparition ou non. Donc, le système qu'on a mis en place et un délégué de l'Union européenne a parlé de la protection des défenseurs. Donc, il s'agit d'un groupe réunissant 12 organisations de protection et qui interviennent dès qu'il y a un cas. C'est aussi l'Observatoire pour la protection des droits de l'homme. Par exemple, il y a un défenseur au Bangladesh. Il s'est fait arrêter lorsqu'on avait le feu d'artifice ici à Genève. Personne n'était au courant. Mais ça, c'est tout de suite important qu'il y ait une alerte lancée, que les gens se mobilisent, que le gouvernement là-bas sache qu'il y a quelqu'un qui les observe. Ça peut être important. Mais en fait, il faut continuer à mobiliser les gens qui peuvent apporter une aide dans cette situation. Des garanties de sécurité informatique, un soutien juridique pour essayer de fournir ce type de protection aux défenseurs et éventuellement peut-être déplacer la personne dans un pays tiers. Il y a un certain nombre de pays en Europe où il y a des institutions dans lesquelles, par exemple, des écrivains qui en ont besoin, s'ils sont menacés, peuvent se rendre. Donc, nous faisons beaucoup de travail. Nous faisons beaucoup de travail pour plus de 300 défenseurs des droits de l'homme au cours de l'année. Mais ensuite, en fin de compte, il s'agit de la protection physique. Et si on veut vraiment avancer dans ce domaine-là, on doit aussi défendre leur cause. Il faut aussi les soutenir dans la cause qu'ils défendent. Pas seulement être genre naïf, voilà, on les reloge quelque part s'il y a une menace physique. On veut qu'ils puissent continuer à travailler dans leur pays. C'est un drame que Myriam soit ici et non en train de travailler au Bahreïn. Donc,
Vraiment, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour que les gens puissent continuer à travailler dans leur pays? La protection des défenseurs des droits de l'homme, c'est très bien dans des situations d'urgence et parfois c'est toute une ligne de soutien et nous sommes heureux d'avoir cette possibilité d'aider. Mariam, est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait continuer le travail que vous faites? Est-ce que vous êtes effrayé? La première réponse serait non. Je pense en 2011, nous avons traversé la barrière de la peur. Et puis moi, je vis au Danemark, donc je suis privilégiée. Bien sûr que je suis menacée, je sais que je suis ciblée. Et partout où je vais, je ne suis pas sûre à 100%. Mais je pense que ce qui se passe, c'est qu'on trouve quelque chose de plus important que sa peur. Maintenant, je n'ai pas peur, mais lorsque j'étais au Bahreïn, j'avais peur. Et lorsque j'étais en prison, j'avais peur. Mais je pense, et c'est ce que j'ai appris de mon père, de ma mère et d'autres personnes, c'est que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est de trouver quelque chose qui est plus important à faire que de céder à cette peur. C'est ça le courage. Parce que la peur, elle n'existe pas. C'est quelque chose de normal. Mais j'aimerais juste ajouter brièvement, la protection des défenseurs a été quelque chose d'extraordinaire pour aider les gens à les reloger ailleurs, à les déplacer. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. L'une des choses qui me paraît très importante et qui me tient à cœur et qui s'est un peu perdue dans la conversation, c'est que les gouvernements ont appris que s'ils gardent suffisamment longtemps quelqu'un en prison, on les oublie. On ne travaille plus tellement sur leur cas. Donc, un gouvernement peut très bien supporter toutes les mouvements qui se passent, mais au bout de 5-6 ans, il n'y a plus autant de mouvements, et alors ils peuvent garder les gens pendant très longtemps en prison. Je pense que ça, c'est une initiative formidable et un grand projet, et je pense que l'une des choses à laquelle il faut réfléchir, c'est comment on s'occupe des gens qui sont en prison depuis 15 ou 16 ans. Kisak, l'Érythréen suédois, qui est en prison depuis des années en Érythrée, on ne sait même plus s'il est vivant encore. Maintenant, j'aimerais ouvrir le débat. C'est à votre tour de poser des questions ou de faire des remarques. J'essaye de voir une main qui se lève, la dame en bleu au fond. Voilà. I think we heard a lot about nous avons entendu parler des gouvernements, des corrompus, mais on n'a pas entendu parler des gens qui corrompaient. Parce que là aussi, l'accès à la justice, les coûts de la justice, la diffamation, par exemple, les campagnes de diffamation contre qui font que les amis se retournent contre eux et que toutes les organisations qui sont interdites. Que pensez-vous de tout cela? Qui souhaite répondre? Gérald? Peut-être que Michel a envie d'y répondre, mais moi je pense que dans le film, vous avez vu, il y a un conglomérat d'intérêts. Et c'est en général ça la menace. Il y a les intérêts de l'État, il y a la corruption au sein de l'État, il y a des multinationales. Et tout cela arrive sans différentes couches. Il n'y a pas seulement une seule entreprise qui arrive. Elles opèrent à différents niveaux et les menaces viennent aussi de ce côté-là. Les gens de sécurité privée qu'elles recrutent. Et lorsque l'on protège les défenseurs des droits de l'homme, souvent, on ne sait pas exactement qui est à l'origine de cette menace. Parce que c'est pas clair et c'est délibéré souvent. Il y a un travail énorme à faire pour la reddition des comptes dans les entreprises et c'est très facile. Beaucoup de choses doivent se produire. C'est très facile pour quelqu'un extérieur à une entreprise de dire on ne contrôle pas exactement qui est sur le terrain, mais en fait, il bénéficie quand même de ce système. Mais il y a un autre élément dont on débat à Genève. Lorsqu'on voit les entreprises multinationales, on pense toujours à nos multinationales occidentales. Combien de fois avez-vous dans le film le drapeau chinois
Là, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ne sont pas occidentales et qu'on n'arrive pas à atteindre en termes de dialogue sur les droits de l'homme. Et ça, c'est un énorme défi concernant la protection des défenseurs des droits de l'homme en Afrique, mais aussi en Asie. Et le changement, cela change totalement les zones d'influence. Que peut faire l'Europe? Que peuvent faire les autres? Bien sûr que la réaction des gouvernements européens est de dire souvent, voilà, nos intérêts commerciaux sont tellement vulnérables, donc il faut trouver quelque chose, un atterrissage doux, quelque chose de... Mais est-ce que la seule influence extérieure est la Chine? Je pense que là, un travail énorme reste à accomplir sur la reddition des comptes des entreprises, surtout par rapport à la diffamation des défenseurs des droits de l'homme sur le terrain, parce que ça, c'est vraiment à la racine du problème. Juste pour compléter, c'est aussi un élément qu'on voit très fort dans le film à plusieurs reprises, c'est le mécanisme de consultation. Et la source du problème, l'une des sources du problème, est probablement la question de la consultation des populations ou des personnes affectées par les projets internationaux, que ce soit un grand projet international, une mine, un barrage ou autre. Et en fait, ce qui est clair, c'est que l'État passe un accord avec une compagnie ou avec une banque de développement pour développer une région sans consulter les populations. Et ensuite, le mécanisme de consultation est tel que la compagnie ou un mécanisme vient pour dire « nous avons décidé de développer et non, on va vous consulter, mais on ne vous consulte pas sur la source même du problème ». Et ce qui manque, en fait, et on le voit bien dans le film, c'est que les communautés affectées devraient tout simplement avoir le pouvoir de dire non. On vous consulte sur votre volonté de voir se développer la région d'une manière qui correspond à vos attentes et à vos aspirations. Et si la communauté dit non, alors la consultation devrait s'arrêter là. On ne consulte pas sur les mécanismes d'accompagnement d'un projet dont on ne veut pas. On le voit bien, les populations refusent les mécanismes d'accompagnement d'un projet dont elles n'ont pas au départ entendu parler. Et c'est l'une des sources d'un problème. Laissez-moi peut-être vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup frappé. L'un de mes derniers rapports portait précisément sur la question des défenseurs confrontés au monde des entreprises internationales, multinationales. Il y a une compagnie qui me racontait, une compagnie européenne, italienne, qui travaille dans l'industrie extractive, qui me dit « Nous avons développé un mécanisme très sophistiqué de consultation, très en amont, ce que j'essaie de décrire. On va dans un pays et on consulte une communauté, une population locale pour leur dire « Nous avons un projet pour vous, et est-ce que vous voulez ce projet ?» On le décrit, on essaye d'inventer les charmes, les avantages, ce qui va accompagner le projet. Mais si la communauté refuse, alors dit la compagnie « Nous, on se retire ». Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est ce qu'a décrit Gérald. C'est une compagnie chinoise qui va arriver et qui va faire beaucoup plus de mal que la compagnie italienne qui, au départ, était animée de meilleures intentions, même si, au départ, le projet n'était pas voulu par la population. Donc, c'est un vrai problème. Certains États essaient de développer des mécanismes de consultation appropriés. Il y a tout un travail qui est fait, à l'heure actuelle, par le groupe de travail des Nations Unies sur entreprises et les droits de l'homme pour essayer de guider les entreprises, donner des clés qui permettraient de mieux établir des mécanismes de consultation, des protocoles de consultation pour les populations affectées, quelque chose qu'on va voir naître dans les semaines ou les mois qui viennent. I saw the hand of a lady here with the green scarf. Donc, la dame avec le châle. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention et pour vos activités aussi. J'avais une question. À plusieurs reprises, on a relevé qu'il y avait une régression dans les pays développés, industrialisés, éduqués, des droits de l'homme. Comment ça s'explique, cette régression, et comment c'est possible que l'individu en tant que tel, alors qu'il a les moyens d'avoir l'éducation nécessaire, aujourd'hui remette en doute la protection que lui offrent les droits humains? Who feels like he would like to? Qui souhaite répondre? Je pense que cela dépend du contexte. C'est différent d'un pays à l'autre. Je sais qu'au Danemark, par exemple, les gens
Les gens se sentent menacés par l'afflux de réfugiés. Les politiciens jouent là-dessus. Et les médias et les politiciens utilisent ces tactiques de la peur parce que c'est la meilleure façon d'obtenir des votes. Et lors de la dernière élection, le parti du peuple danois a reçu le plus de voix dans le pays, même s'il n'arrivait pas avant, juste simplement parce qu'il joue sur la peur. Et lorsque l'on voit certains partis politiques qui étaient supposés être à gauche et qui se joignent à cette campagne. Au Danemark, les sociodémocrates qui étaient supposés être à gauche, et qui étaient supposés être progressistes, étaient en compétition. Ils étaient en compétition pour savoir qui pouvait faire les meilleures affiches anti-réfugiés. Et c'est là que moi, toutes les sonnettes d'alarme commencent à sonner, parce que ça fait partie de la politique des politiques de droite, mais lorsqu'un parti politique de gauche fait la même chose. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Le discours sur le racisme, sur le sexisme et toutes ces différentes choses est quelque chose qui est en train de se renforcer. Il y a un groupe de gens qui croient à la suprématie des Blancs et à la suprématie des gens de nationalité. Et puis ensuite, certains croient dans la conspiration, dans la théorie de la conspiration et pensent que les médias sont les ennemis. On a besoin d'avoir au pouvoir quelqu'un qui prend soin de nous et qui s'occupe de nous. On a besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe. Donc cela dépend du contexte. C'est pourquoi on voit beaucoup ce nationalisme et ce populisme qui est en train de croître, parce qu'il est fondé sur une information qui n'est pas précise. Si l'on regarde les études qui ont été faites dans des pays qui accueillent des réfugiés, en général, l'économie se sont améliorées après l'arrivée des réfugiés à long terme. Donc, il y a beaucoup d'informations erronées. Et ce n'est pas par hasard, mais c'est à dessein. C'est pour obtenir les votes, pour essayer d'attiser les peurs. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que c'est un cercle vicieux. On voit ces politiciens qui alimentent cette peur. Ils sont élus parce qu'ils ont tellement alimenté la peur au sein de la population sur les méchants qui vont venir et se emparer du pays qu'on les élit au pouvoir et ces gens donnent des armes et des contrats à des pays, font des accords avec des pays comme la Syrie et le Bahreïn qui sont vraiment à la racine du radicalisme et cela conduit à des attaques terroristes et cela justifie cette peur que l'on alimente en Europe. Et donc c'est un cercle vicieux. Et comment briser ce cercle? Soit arrêter de vendre des armes ou pousser les pays à respecter les droits de l'homme ou bien essayer d'ouvrir les espaces de la société civile pour que les mouvements puissent mieux s'exprimer. Et dans les pays où il n'y a plus de défenseurs des droits de l'homme parce qu'ils sont tous en exil ou en prison, c'est là qu'on voit que l'extrémisme et le radicalisme augmentent. Donc, je comprends que le cycle continue aussi ici en Europe. Il est tard, mais nous allons quand même encore prendre un certain nombre de questions. Est-ce que quelqu'un souhaitait poser une question là? Oh, you change your mind? Ah, vous avez changé d'avis, d'accord. Go ahead. Je vais essayer de parler en français et je vous remercie beaucoup pour les éclaircissements que vous nous avez donnés. Mais moi, j'aimerais raconter une histoire. L'histoire que je vais raconter, je suis rwandais. Et au Rwanda, quand les choses sont passées, les gens sont venus de dire qu'ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui vivent comme le Rwanda aujourd'hui. Quelle est la réaction des gens comme nous, à gauche, à droite? Moi, j'aimerais que chacun de nous puisse dire, voilà, je peux faire ça. Sinon, plaider l'ignorance, ça ne peut pas marcher.
et ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, ce qui se passe ailleurs, il y a autant de guerres, de sang, des gens sacrifiés, et personne ne bouge. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens se sentent... Ça, c'est la question. Plus jamais. Plus jamais. And you feel like you want Somebody would like to... to comment on that? Quelqu'un souhaite répondre ou faire un commentaire sur le sujet? Je crois peut-être que c'est une question Engagement. qui est aussi une forme de conclusion de notre débat, au fond, qui est une manière d'appel. Il n'y a pas de conclusion, sinon que tout le monde peut rejoindre votre appel à s'engager et en faire plus. Et je crois qu'effectivement, avec les outils que nous avons à l'heure actuelle, avec la connaissance meilleure que nous avons maintenant de ce qui se passe dans le monde, où rien ne peut plus être maintenant caché, on a besoin d'être plus nombreux, plus engagés, donc engagez-vous. I saw one last hand. Une dernière main se levait, une dame tout au fond qui souhaite poser la dernière question et ensuite nous allons terminer notre débat. Bonsoir, Tashidelek. I'm Diki from Tibet, refugee born Du Tibet, je suis réfugiée en Inde et ma question s'adresse au rapporteur spécial. Aujourd'hui, la commémoration du soulèvement de 59 et nous avons eu une grande marche de la paix sur la place des Nations et nous sommes rendus compte que le public est ici et que l'ONU dort. Et ma question s'adresse à la personne concernant sur la situation au Tibet. La solidarité, la mobilisation est en train de disparaître. Et c'est le cas pour beaucoup des minorités ethniques et de minorités vulnérables. Vous savez que la Chine est très forte. Mais l'espoir est là et ma question, quels sont les défenseurs, les questions quelles sont les questions concernant les défenseurs des droits de l'homme au Tibet qui sont suivies par le rapporteur? Nous venons d'entendre que la plupart du temps, les défenseurs, les gens qui sont marginalisés et qui sont vulnérables ne sont pas informés. Quels sont les cas que vous suivez sur le Tibet? Et deuxième question, si les défenseurs des droits de l'homme qui sont sur la scène peuvent nous donner un feedback ou des idées sur la façon dont nous, les Tibétains, pouvons faire parler du Tibet, car notre mouvement est non violent. Il s'agit de liberté et d'être visible. Et nous voulons juste vivre. Merci. Je sais que vous voulez dire quelque chose sur la situation au Tibet. Non pas pour évoquer la situation au Tibet qui ne relève pas en tant que tel de mon mandat. Mon mandat porte sur les défenseurs, et les défenseurs tibétains, bien évidemment, rentrant dans le cadre du mandat. Donc je reçois effectivement beaucoup d'informations, des communications, des plaintes de vos amis et collègues du Tibet, pour lesquels on agit de la même manière qu'on agit avec tous les États, avec les mêmes systèmes de communication, de diplomatie confidentielle qu'on a également avec les autres États. Et bien évidemment, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Et le dialogue qu'on peut avoir sur la question tibétaine n'est sans doute pas à la hauteur de vos espérances, ni à la hauteur de mes propres attentes. J'aimerais juste ajouter quelque chose. D'abord, faire preuve de solidarité par rapport à ce jour spécial pour le Tibet. Mais il faut également faire attention au niveau international. Lorsque on devient trop puissant, c'est quelque chose qui perd en importance. Lorsque j'étais enfant, on parlait beaucoup du Tibet. Et il ne faut pas permettre qu'on oublie des causes. Il faut que le Tibet soit impliqué dans cette mobilisation. Et vous avez exprimer votre désir d'améliorer les choses au Tibet. Et c'est exactement le rôle et la passion qui animent les défenseurs des droits de l'homme. Et cette passion, vous l'avez aussi. Je vous souhaite bonne chance. Et j'aimerais vous remercier. C'était très intéressant de vous écouter de vos différents points de vue. Et vous avez donné des exemples concrets.
Et il y a de l'espoir pour plus d'engagement, il y a de l'espoir pour moins d'impunité. Et je vous souhaite bonne chance et merci à tous d'être venus nous écouter.